Les plaideurs qui vont se présenter devant vous ce soir ont eu l'occasion de faire leur preuve pendant 3 semaines. Ils sont arrivés jusqu'en quart de finale et ont défait avec courage leurs adversaires. Ils ont su faire preuve de finesse d'esprit, de force de persuasion et bien entendu d'humour. Jamais décontenancés, malgré la difficulté de certains sujets, ils ont su convaincre et traiter avec élégance et sans vulgarité des positions parfois absurdes. Je citerai notamment « Séquestrer un enfant, c'est préserver son innocence ». On entendrait moins parler des femmes battues si elles n'étaient pas aussi mauvaises perdantes. La justice est une forme endimanchée de la vengeance. Le mariage, ce n'est pas la mer à boire, mais c'est la belle-mère à avaler. Une mer calme ne fait pas de bon marin, à méditer. L'homme intelligent se remet vite d'un échec. L'imbécile ne se remet jamais d'un succès. Mais que notre jury se rassure. Au fur et à mesure que les tours avançaient, les sujets devenaient de plus en plus sérieux. Et ce soir, il faudra à nos plaideurs beaucoup de culture et d'esprit pour amadouer le cœur du jury et le cœur du public dans la salle. L'Adélie tient également à remercier ceux qui n'ont pas pu se hisser jusqu'à la soirée de ce soir. C'est dommage, vous avez perdu. Mais nous vous sommes reconnaissants de votre investissement. Vous avez su concilier études, sorties et concours de plaidoirie. Permettez-nous donc de vous applaudir, car sans votre engagement et votre présence, ce concours ne pourrait pas exister. Je demande donc aux vaincus ici présents de se lever et à l'assistance de les applaudir. Les 4 équipes finalistes de ce soir ont eu 72 heures. 72 heures pour préparer 2 sujets et vous convaincre ce soir de leur talent et de l'art de leur rhétorique. Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Voici le premier sujet. Plaidera le pour Mademoiselle Angélique de Bellemanière. Elle est en 3e année de licence en droit. Elle pratique la boxe, le rugby, l'équitation et aime le théâtre. Affectionnant Oscar Wilde, elle aime les films de Woody Allen, Tarantino, Stanley Kubrick. Elle sera l'an prochain au Canada dans le cadre de son master de droit des entreprises. Plaide le pour ce soir, Mademoiselle Angélique de Bellemanière. Redoutable membre du jury, Adélie, dont je ne saurais m'affranchir, public opprimé qu'on a obligé à venir, et cher contradicteur, négligemment foutu à la porte, quelque part, bonsoir. Dans ce concours, j'ai disserté successivement sur de la charcuterie, des agrumes et des secrétaires, bref, à peu près tout ce qui se mange, et après être passé par main d'Angers, enfin, j'hérite d'un sujet compréhensible. Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, eh bien, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui affranchit. Cette citation, nous la devons à Henri Lacordaire. Elle est devenue la source d'un fâcheux malentendu. Car en effet, si mon contradicteur espérait de moi que je fasse une plaidoirie antilibérale, eh bien, il faisait déjà fausse route. Car en effet, Henri Lacordaire n'était certainement pas un antilibéral façon Mélenchon. Il était même hostile à toute forme de collectivisme. Avec notre homme, aucun risque de vous retrouver pendu à un lampadaire sans raison un grand soir. Cette citation oppose donc le fort
et le faible. Le fort, c'est celui qui a la puissance et le pouvoir. C'est celui qui peut. Alors que le faible, c'est l'impuissant. C'est la victime expiatoire. C'est le pot de terre contre le pot de fer. Et cette lutte épique, c'est celle de David contre Goliath, de Sauron contre Frodon, du dollar contre la roupie népalaise. Ce duel entre le fort et le faible a deux arbitres, selon Lacordaire. La liberté ou la loi. La liberté, c'est ce qui est inscrit sur le fronton de nos écoles et de nos mairies. C'est le premier mot de notre triptyque républicain. Liberté, égalité, fraternité. C'est une idée merveilleuse. Pensez à la liberté guidant le peuple de Delacroix. Mais la liberté, c'est comme l'alcool. Ce n'est pas la substance qui fait le vice, c'est la dose. Il faut la consommer avec modération. C'est pourquoi ce que nous critiquerons ce soir, c'est la liberté débridée. Si l'on considère la liberté comme l'état de nature, vous savez, cet état originel, cher à Rousseau, eh bien la loi s'opposerait à la liberté, car l'existence de la loi, et donc du droit, est indissociable de l'existence d'une société. Ubi societa, ibi ius. Là où il y a une société, il y a un droit. La loi serait donc la contrainte par le droit. La liberté et la loi peuvent donc, c'est selon, opprimer ou affranchir. Opprimer, c'est pécher par excès d'autorité. C'est un abus de pouvoir. Alors qu'affranchir, c'est l'action de rendre libre. Lorsque je vous parle de liberté, vous pensez à un petit chaton courant dans l'herbe verte, dans la rosée du matin? Alors que lorsque je parle de loi, eh bien vous avez l'image de ce juge infernal, celui qui a prononcé ce divorce à vos dépens. Ah, le salaud! Mais pas d'outrage à magistrat, même si c'est la mode. Oui, ce soir, nous allons combattre cette image d'Épinal, car notre sujet n'est un paradoxe qu'en apparence. Liberté et égalité, certes, sont liées, mais plus il y a de liberté, moins il y a d'égalité. Homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme, disait Hobbes. Et pour que la liberté ne soit pas oppressante, il est nécessaire de fixer des limites au fort. C'est précisément l'objectif de la loi. C'est l'outil du contrat social qui permet à nos libertés de se réaliser. Dans l'état de nature, l'homme n'a de contraintes que celles qu'il se fixe. Dans la jungle, terrible jungle, eh bien la loi du plus fort est toujours la meilleure. Le lion mange la chétive antilope. Et l'antilope mange l'herbe. C'est comme les maillons d'une chaîne dans le grand cycle de la vie. Et justement, mon Dieu, excusez-moi, et justement, la société internationale est une immense jungle. Avant l'ONU, et même après malheureusement, les États les plus forts cherchent toujours à dominer les plus faibles. Pensez à la colonisation, pensez à l'impérialisme. Alors, Xi Jinping, le président de la République populaire de Chine, s'adresse à Barack Obama. Et c'est qui le lion maintenant? Ce qui est vrai pour les États est évidemment vrai, à plus petite échelle, pour les hommes. Je vais citer une nouvelle fois Hobbes. Par quoi l'état de nature se caractérise-t-il? Par la guerre de tous contre tous. Et à griffe contre sabot, à épée de fer contre épée de bois, eh bien les forts dominent toujours. Pour Tocqueville, il en va de même. Dans le conflit éternel entre liberté et égalité, le progrès de l'une se fait forcément aux dépens de l'autre. Les sociétés les plus permissives, les plus libérales, sont celles où l'on constate les plus grandes inégalités. Observons la très libérale Grèce antique. Et pour l'occasion, je me ferai Homère. Vous, public, assis sur vos treilles en bois, vous serez ma vigne. De grands amateurs parmi vous. Et si vous êtes blond, vous serez le chaud soleil athénien. À l'époque, il n'existait que peu de contraintes juridiques, peu de règles. Ainsi, de grands propriétaires terriens pouvaient recourir à la technique du prix prédateur, contraignant les exploitants les plus modestes à s'endetter, jusqu'à ce que l'esclavage pour dette s'ensuive.
Et voilà ces pauvres diables contraints de cultiver ce champ qui la veille était encore le leur. Ainsi condamnés, ils étaient comme le SDF qui regarde une tarte refroidir sur le bord d'une fenêtre. La liberté débridée, la liberté sans limite, aboutit forcément à l'excès de pouvoir. Lorsqu'il n'y a pas de loi, lorsqu'il n'y a pas de sanction, on se croit forcément tout permis. Cher public, chers jurés, sur ce point, vous ne pouvez vous permettre d'être sceptiques. Car vous avez tous, quel que soit votre statut, été un jour la victime d'un pauvre air névropathique, ivre du peu de pouvoir qui lui était consenti. Un guichetier de la poste, la plupart du temps. Ou les secrétariats de notre belle université. Le pouvoir, il est donc fait pour être utilisé. C'est ce que nous dit Montesquieu lorsqu'il écrit dans l'Esprit des lois que tout homme qui a du pouvoir est amené à en abuser. Aussi, pour limiter cette maladie, il n'existe qu'un seul remède, la loi. Mais pas celle qui juge et qui condamne, celle qui, au-dessus du fort, place des limites au fort lui-même. Le fort invoque sa liberté, mais pour que chacun puisse jouir de celle-ci, eh bien, il faut qu'elle s'arrête là où commence celle des autres. Vous connaissez bien cette maxime. Ce que l'on sait moins, c'est que nous la devons à John Stuart Mill. Et Mill était un libéral. Si le faible était satisfait de la liberté accordée par l'état de nature, cet état originel, il ne chercherait pas à entrer dans le carcan du contrat social et de la loi. Si cette démarche semble si naturelle, depuis la loi du Talion au Code civil de 1804, en passant par le Code d'Hammurabi, c'est que la démarche est humaine et logique. Où sont-elles ? Où sont-elles les espèces qui ont tenté de s'épanouir à l'état de nature ? Les Néandertaliens ? Disparus. Les dinosaures ? Disparus. Le modem ? Disparu. Coïncidence ? Je ne crois pas. Le père du libéralisme lui-même, un autre John, Locke en l'occurrence, abonderait dans mon sens. John Locke est également l'un des premiers à avoir théorisé le contrat social. Dépassant Hobbes, pour lui, ce pacte que l'on passe ensemble avec chacun pour donner naissance à la société doit garantir la sécurité, bien sûr, mais surtout la liberté individuelle, celle du fort, mais surtout celle du faible. Et de plus, la loi peut libérer, au sens propre, littéral du terme. Ainsi, l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen énonce « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Article 1er du décret du 27 avril 1848, l'esclavage sera entièrement aboli. À l'étranger, le 13e amendement de la Constitution des États-Unis, ni esclavage ni servitude involontaire n'existeront aux États-Unis. Mais je ne m'étendrai pas plus. Car comme une robe de femme, une plaidoirie doit être assez longue pour couvrir le sujet, mais assez courte pour être suivie. Estimés jurés, cher public, méfiez-vous du cheval de Troie qui va passer cette porte. Timéo, Danaos, méfiez-vous des Grecs. Sa carapace vous semblera reluisante, mais prenez la peine de vous pencher à l'intérieur. Vous verrez que tout y est creux. Merci beaucoup. Équipe Joly. Comment vous décrire Camille Joly? D'abord, c'est un homme. Non mais... Le prénom aurait pu prêter à confusion. Certaines mauvaises langues diront de lui qu'il aime se faire applaudir. Mais ceux qui le connaissent mieux savent que cet étudiant, en 3e année de droit privé, aime Zola, Dexter, et qu'il adore fumer, et au moins il l'assume. Mais s'il y a une seule chose à retenir de lui, une seule,
c'est que ce plaideur plaidera ce soir devant vous sans notes. Il n'a et ne possède jamais de notes pour ses plaidoiries, ce qui, à ma connaissance, est une grande première pour ce concours. Nous verrons donc si ce soir, Monsieur Joly plaide sans fausse note. Accueillons sans plus tarder le contre. Honorable jury, c'est un véritable bonheur pour moi et une certaine fierté de jouter contre Mademoiselle de Belle-Manière face à autant d'hommes d'excellence. Chère Adélie, merci d'organiser ce concours qui est admirable et qui nous permet de beaucoup nous amuser. Cher public, je te remercie d'être là ce soir car la plaidoirie, comme de nombreux arts de scène, ne serait rien sans un public. Et enfin, chère contradictrice, nous appartenons tous deux à la grande famille des personnes au nom patronymique évocateur. L'humilité m'empêche de dire si le mien vous le sait bien, mais je peux vous dire que vous portez le vôtre admirablement. À tous, bonsoir. Nous sommes donc réunis ce soir pour réfuter cette phrase de Lacordaire. Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Pour extraire de ce thème quelques raisonnements, décortiquons-le et analysons chaque terme. Pour loi, nous prendrons chaque règle qui régit la vie en société. Oui, ce cher Kelsen me tuerait de dire ça, lui qui a tant bâti la pyramide des normes, mais nous prendrons bien la loi de manière générale, car ceci nous permettra d'en extraire un principe général. Pour liberté, nous prendrons donc simplement le fait de faire ce que nous voulons. Pour oppression, nous prendrons le fait de réduire la liberté, et comme affranchissement, nous prendrons le fait de mettre un terme sur une lettre, ou de donner la liberté. Enfin, exploitons ce rapport de fort à faible, ce rapport d'inégalité, qui peut provenir de la force physique, du pouvoir politique, ou encore du pouvoir monétaire. Nous ne traiterons ici que le pouvoir politique et monétaire, car bien trop souvent, dans les régimes despotiques et encore parfois dans nos démocraties, les pouvoirs de l'argent et du cercle du pouvoir sont liés. Ainsi, dans un premier temps, dans un sens tout à fait absurde, nous pouvons voir que cette phrase signifie donc qu'entre le fort et le faible, la liberté réduit la liberté, là où la loi donne la liberté. Donc la loi donne la liberté, qui réduit elle-même la liberté, donc la loi réduit la liberté. Je ne me contenterai pas de ce raisonnement absurde et nous irons plus sérieusement, de manière tout à fait classique, en deux temps. Le premier dans lequel je vous montrerai que la loi opprime, et opprime toujours, même ici. Et enfin, nous montrerons que la liberté est le plus bel outil pour s'affranchir de l'oppression. Notre premier volet donc nous guide sur les territoires de la loi qui opprime. La loi opprime toujours, c'est un fait, car elle réduit notre liberté. Cette oppression est juste. Cette oppression est parfaitement juste lorsqu'elle se contente de réglementer la vie en société. Je ne me plains pas de ne pas avoir le droit de voler mon voisin, car lui non plus n'a pas le droit de me voler. L'oppression, cependant, l'oppression devient injuste lorsqu'elle a comme pouvoir, comme objectif, comme but de maintenir les faibles en bas, dans leur pauvreté et dans leur inégalité, et de maintenir les forts au pouvoir. Et cette oppression injuste, celle contre laquelle il faut se lever, cette oppression injuste joue encore aujourd'hui dans notre démocratie. Car oui, c'est un fait. Encore chez nous, l'oppression injuste existe. Elle réside non pas directement dans le sens des lois, mais dans le fait que nous avons établi un système juridique d'une complexité telle que le faible ne peut totalement le comprendre, là où le fort, qui a participé à son édiction, qui a les moyens de le saisir, quand ce fort-là sait trouver les failles de ce système et sait s'en sortir. Je ne blâme pas ici nos générations précédentes qui ont bâti cette démocratie, car une véritable démocratie dans laquelle nous voulons vivre est un édifice long à construire. Et chaque génération y apposera sa pierre, la mienne également. Mais ce constat est important, car il ne faut pas se voiler les yeux pour savoir où avancer. Alors vous me direz, oui, la loi opprime chez nous, mais c'est pire ailleurs, certes. Mais en matière de liberté et d'oppression, il ne s'agit pas d'être le moins pire, il s'agit de tendre vers la perfection. Mais oui, ailleurs c'est pire. Car ailleurs, il y a les régimes despotiques.
Dans un régime despotique, la loi est ici édictée clairement et manifestement pour qu'une élite dirigeante au pouvoir soit maintenue là où les faibles seront laissés dans leurs terres. Alors, cette élite s'accaparera toutes les richesses du pays et laissera les pauvres dans la misère. C'est un bien noir tableau que je vous décris, c'est vrai. Mais heureusement, nous avons la liberté qui est le plus bel outil pour s'affranchir. Ce qui nous fait passer à notre deuxième volet, après avoir constaté ainsi que oui, la loi opprime, et de manière injuste parfois. La liberté, elle, peut nous en sortir. Car la liberté est au tyran ce qu'est pour vous un bon habit dans le besoin. Vous l'accueillez une nuit, il reste pour la vie. Et cette liberté, nous le verrons, de manière infime, exprimée de manière presque anecdotique, permettra au peuple de se soulever. Partons pour un premier constat de 3 exemples d'expressions libres, fortes, qui ont pu faire renverser des régimes despotiques. En 1830, Charles X, bon roi de France, a tenté dans 4 ordonnances du 25 juillet de muser la liberté de la presse et la liberté électorale. Le lendemain, les journaux qui n'en avaient pas le droit ont paru tout de même. Et de cette première contestation est née 3 glorieuses, un mouvement du peuple parisien qui en 3 jours a fait tomber ce régime oppressif. En 1988, Augusto Pinochet a laissé le peuple chilien s'exprimer quelque peu infimement dans un petit référendum qui devait être noué. Mais le peuple a saisi cette liberté et a porté le premier coup à ce régime. Enfin, dernièrement, encore en Tunisie, proche de la France, le régime de Ben Ali a chuté par l'expression d'infimes libertés laissées presque à rien, mais qui ont su, goutte à goutte, créer une vague qui a renversé l'oppression. Car oui, dégageons notre régime général de la liberté. Car la liberté permet toujours de faire tomber l'oppression. Et ce, par cette capacité qu'elle a de se réunir petitement et de germer, de grandir jusqu'à devenir une telle puissance, une telle vague, que l'oppression ne peut plus la contenir. Car on ne donne pas une liberté. L'homme a toutes les libertés, mais la loi la réprime. Une liberté n'a pas donc à être donnée, elle a à être prise. Et si la répression n'est pas suffisamment forte, la liberté sera gardée. Ainsi, on ne peut pas retirer toutes les libertés. Les hommes auront toujours le droit, toujours la liberté de se réunir quelque peu, de parler ensemble, mais surtout, ils auront la liberté de penser. Et alors, un jour, l'un plus courageux que les autres osera s'opposer. Il sera réprimé, bien sûr. Et alors, dans chacun qui l'auront vu ou entendu, sera plantée une graine de réflexion et de révolte. Et en chacun d'eux sera mise cette réflexion qui grandira dans le terreau fertile des esprits libres. Et alors, d'autres courageux oseront également s'opposer. Et encore, dans chaque répression par la douleur, d'autres graines seront plantées et germeront et grandiront. Et ensuite, lorsque le peuple prendra conscience qu'ensemble, dans sa masse, il est plus puissant que l'oppression et qu'il n'a plus rien à en craindre, alors oui, ce peuple se réunira, il ne craindra plus l'oppression, il ne craindra plus rien. Car c'est ainsi, en chacun grandira le chêne inébranlable de la liberté, mais également les vignes des raisins de la colère. Il se réunira quand ils seront un devant le palais du prince. Il pourra encore être tué. Lorsqu'ils seront 10, ils pourront encore être enfermés. Lorsqu'ils seront 100, ils pourront encore être frappés. Et lorsqu'ils seront 1 million, que fera le prince? Le prince sera d'un côté face aux chênes inébranlables et de l'autre face aux magnifiques coteaux chargés des raisins de la colère au goût amer dont il ne pourra se nourrir. Et alors le prince sera dans l'obligation de se soumettre. Ou sinon le prince sera inévitablement renversé par l'exercice de toutes ces libertés qui, chacune, est extrêmement faible. Nous sommes faibles face à l'oppression, mais tout ensemble, l'agrégation de toutes nos libertés que nous avons su faire germer et construire, ce goutte à goutte continu qui germe chez les faibles oppressés, ce goutte à goutte crée un océan
qui, une fois libéré, réprimera toutes les oppressions. Et laissez-moi vous quitter sur quelques vers. Quelques vers qui sont en fait les paroles d'une chanson, Le temps des cerises, de Jean-Baptiste Clément, qui a porté en son temps la Commune de Paris, un des plus grands mouvements révolutionnaires français, réprimés dans le sang. J'aimerais toujours le temps des cerises. C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et Dame Fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir que j'en garde au cœur. Et rappelez-vous que pour le faible opprimé, le temps des cerises est le temps de la liberté. Lorsque l'on lui retire, il en a une plaie au cœur. Mais il ne l'oubliera jamais et l'aimera toujours. Merci. Nous remercions Monsieur Joly d'avoir clôturé ce premier sujet.